Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. 10% des ménages européens détiendraient des crypto-monnaies selon la BCE, des crypto-monnaies dont la capitalisation boursière mondiale est actuellement estimée à un peu moins de 1000 milliards de dollars, dans un contexte où le secteur encaisse l'onde de choc de la faillite de la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, à savoir FTX, une faillite qui aura pris quelques jours et qui laisse de nombreux investisseurs dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds. Un contexte dans lequel nous allons tenter de faire un maximum de pédagogie sur les crypto-monnaies et les crypto-actifs. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Balva, ancienne directrice de Blockchain Partner et à présent experte crypto indépendante. Bonjour Claire Balva. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous avez coécrit avec Alexandre Stachenko, avec qui vous avez également fondé Blockchain Partner en 2015, un livre qui fait de la pédagogie sur les crypto-monnaies, qui répond à un certain nombre de questionnements que tout le monde se pose, qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaies facile. Première question, avant évidemment de parler du contexte économique et de FTX. Quelle était la volonté du livre ? Il y a ce terme facile quand même dans le titre, qui est de dire on va vous expliquer, on va faire de la pédagogie de base sur le sujet. C'est ça, alors l'idée c'était vraiment d'avoir un livre accessible aux néophytes, D'accord. aux gens qui ne savent pas du tout, par exemple, ce qu'est une crypto-monnaie ou ce qu'est Bitcoin. Donc avoir un livre qui ne soit pas trop technique, mais qui ne soit pas non plus axé investissement, parce qu'on voyait beaucoup de livres sur le marché qui parlaient de trading. Bien sûr. Qui disaient, voilà, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, mais dans l'optique d'investir, de gagner de l'argent, de devenir semi-trader de crypto. Et nous, c'était vraiment pas ça qui nous intéressait, qu'on voulait faire. Nous, ce qu'on trouvait passionnant, c'était notamment les enjeux politiques et économiques qu'il y a derrière les crypto-monnaies et les changements qu'elles induisent en termes de modèles de société aussi. Et donc, on a voulu faire de la pédagogie avec cet angle-là, qui, en tout cas, on le trouve, est nettement plus intéressant qu'un angle purement financier et investissement. Ou spéculatif, c'est-à-dire d'avoir finalement un angle de que vont apporter les crypto-monnaies ou les crypto-actifs dans l'économie traditionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. Alors, le livre, d'ailleurs, commence par un premier chapitre qui est une sorte de mise en contexte sur ce qu'est la monnaie, à quoi elle sert dans la société, une sorte d'histoire de la monnaie, mais très pédagogique, pour expliquer aussi le rôle des crypto-monnaies dans un contexte de numérisation de l'argent. Bien sûr. L'argent qu'on a est déjà majoritairement numérique dans nos comptes en banque, et donc de voir ce que les crypto-monnaies viennent apporter dans ce contexte-là. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à n'importe qui de comprendre de quoi on parle, parce qu'on trouvait finalement qu'acheter un livre qui explique comment investir avant même d'avoir compris, c'était problématique. Donc l'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment de comprendre avec pédagogie ce que sont ces nouvelles monnaies, ces nouveaux actifs. Bon, justement, vous parlez d'investissement, donc effectivement, on va aborder ce sujet en lien avec la faillite de FTX, qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. Ça aura pris 5 jours, si je ne dis pas de bêtises, à la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde pour faire faillite. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver sur le sujet, certaines vérifiées, d'autres non vérifiées. On se souviendra simplement des échanges avec Binance au début, la vente d'un certain nombre de jetons Binance FTT de FTX, ce qui a commencé à créer une vague de panique, puisqu'on s'est rendu compte que FTX n'avait pas forcément tout dans ses caisses, finalement, tout l'argent de ses utilisateurs, ce qui a enchaîné une deuxième vague de panique. Et ensuite, FTX a fait faillite et la crainte était évidemment en lien avec FTX, mais en lien avec l'onde que ça allait pouvoir créer sur d'autres plateformes. Qu'est-ce que, selon vous, on peut apprendre d'un épisode comme FTX et comme une faillite en 5 jours d'une grande plateforme de crypto-monnaie? C'est une faillite en 5 jours, mais les problèmes ne dataient pas... Bien sûr, voilà. Oui, bien sûr. C'est seuls 5 jours. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte avec les derniers rapports qu'il y avait une défaillance organisationnelle très importante dans cette société, avec les fonds des clients qui étaient utilisés pour spéculer, pour prêter à d'autres sociétés, pour faire de l'achat immobilier pour les salariés, avec une défaillance comptable, puisque plusieurs des sociétés du groupe n'avaient même pas de service comptable. Donc on apprend vraiment que cette société était très mal gérée, avec des aspects frauduleux. Donc en réalité, c'est plus une fraude financière très classique qui se reproduit dans le monde des crypto-monnaies. Alors, on compare souvent ça à Lehman Brothers, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Donc finalement, cette faillite, elle ne remet pas en cause les crypto-monnaies en tant que telles, au sens technique, au sens de ce qu'elles apportent. Elle montre tout simplement que par-dessus ces nouveaux actifs se recrée une industrie financière
avec toutes les dérives des industries financières classiques, y compris des potentielles fraudes, des potentielles faillites de grandes institutions. Et donc, on voit les régulateurs aujourd'hui forcément se pencher sur cette situation. Et même un certain nombre d'acteurs de l'écosystème dire que ce serait pas mal, effectivement, qu'il y ait un peu plus de réglementation pour éviter que ça ne se reproduise. En fait, l'enjeu, c'est pas tellement une réglementation plus intense, c'est une réglementation plus harmonisée au niveau mondial. En Europe, par exemple, on a la réglementation MiCA qui arrive, dans laquelle on trouve des normes sur, par exemple, les réserves minimales que doivent avoir les plateformes d'échange. En revanche, cette plateforme FTX avait son siège social aux Bahamas. Et donc, il y a cette enjeu, elle était régulée aux Bahamas. Voilà, encore une fois, comme dans la finance classique, d'avoir des plateformes qui ont un siège social dans des endroits régulés, ou en tout cas, si elles ont un siège social dans des endroits un peu exotiques du point de vue de la réglementation, que cela soit su par le consommateur et qu'il y ait des mises en garde. Parce que FTX n'avait pas de réserve, n'avait pas les réserves qu'elle était censée avoir pour pouvoir honorer les retraits de ses clients, c'est ça? Ou elle les avait, mais dans des jetons qui étaient un jeton créé par elle-même. C'est ça, il y avait deux problèmes principaux. D'une part, elle utilisait les fonds de ses clients pour faire des choses qui sont interdites dans la finance traditionnelle. Donc, par exemple, spéculer sur certains produits financiers, pour faire des achats immobiliers, pour payer des choses aux salariés de la société. Et d'autre part, elle a mal géré ses réserves, puisqu'elle avait une partie substantielle de ses réserves qui était basée sur sa propre crypto-monnaie, qui était très peu liquide. Et donc, en réalité, elle pouvait évaluer ses réserves au montant qu'elle voulait. Mais elle était bien incapable de vendre ses jetons sur le marché puisqu'elle en détenait une trop grande quantité. Et en même temps, des jetons qui pouvaient être achetés par un concurrent également. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, effectivement, lors de la passe d'armes entre les deux CEO, qu'on s'est rendu compte du sujet. Je rebondis sur ce que vous nous disiez, c'est qu'il y a quand même une idée, et d'ailleurs, vous l'expliquez très bien dans votre livre, il y a une idée, normalement, quand on achète des crypto-monnaies, ces crypto-monnaies ne sont pas ni dans ma poche, ni dans un portefeuille, mais sur la blockchain directement. Quand on passe par une plateforme, on s'attend normalement à ce que les crypto-monnaies soient sur la blockchain directement et qu'on ne puisse pas jouer avec cet argent pour aller faire de la spéculation sur d'autres actifs ou autres. Or, pourtant, FTX a pu le faire parce que FTX avait accès finalement au mot de passe des clients. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Les crypto-monnaies, effectivement, fonctionnent sur des blockchains. Donc, elles étaient sur la blockchain. Néanmoins, quand vous passez par une plateforme d'échange, c'est un peu comme quand vous passez par une banque, c'est-à-dire que c'est l'intermédiaire qui détient vos mots de passe et donc qui détient techniquement votre argent. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'FTX a mal géré les crypto-monnaies de ses clients. Et donc effectivement, si on veut une décentralisation totale et pure, ce qu'il faudrait, c'est, une fois qu'on a acheté ces crypto-monnaies sur une plateforme d'échange, les en retirer sur un portefeuille personnel. Mais ça nécessite aussi beaucoup de responsabilité individuelle vis-à-vis de ce portefeuille. Potentiellement, il faut acheter une solution comme un ledger, il faut savoir la paramétrer, il faut savoir la gérer. Donc c'est pas complètement évident. Et effectivement, beaucoup de gens n'avaient pas souhaité retirer leur argent d'FTX. FTX proposait aussi des produits avec des rendements intéressants, ce qui leur attirait des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, on avait fait d'ailleurs un sondage en début d'année sur la manière dont les Français conservaient leurs crypto-monnaies et on avait 2/3 d'entre eux qui les conservaient sur des plateformes d'échange. Alors, pas forcément FTX à chaque fois, mais dont FTX qui était la deuxième plus grande. Donc avec un risque effectivement derrière, ou en tout cas une nécessité de faire confiance à l'opérateur en question. Mais exactement, et je trouve d'ailleurs que cette crise remet en valeur la décentralisation et les atouts de la décentralisation dans le secteur crypto et remet en valeur des protocoles comme Bitcoin par exemple, dont le fondateur n'est même pas connu. Et donc dans lesquels intrinsèquement on a moins de centralisation que dans d'autres protocoles. Et d'ailleurs, les bitcoiners purs, qui sont là pour l'idéologie, le côté politique aussi de Bitcoin, étaient très critiques vis-à-vis d'un Sam Bankman et vis-à-vis des plateformes d'échange comme FTX qui proposaient des rendements élevés, alors même qu'on était dans une période plutôt de baisse des cours. Mais finalement, ces bitcoiners, ces puristes, étaient un peu coincés entre le reste du secteur et les institutionnels. Justement, ça pose une question de Bitcoin est-il gagnant ou perdant du contexte actuel? C'est-à-dire que d'un côté, on entend effectivement les maximalistes ou les bitcoiners dire ça montre effectivement que tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'écosystème et quand on achète ces bitcoins en propre, qu'on les conserve sur un ledger, globalement, on a raison, on est plus assuré. Et de l'autre, on a des discours, alors peut-être de gens qui s'y connaissent un peu moins, mais qui disent ça montre surtout que c'est un secteur très risqué et qu'il vaut mieux ne pas y aller. Donc, est-ce que Bitcoin sort grandi ou rapetissi de l'épisode FTX? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, sur les prix, effectivement, à très court terme, Bitcoin, comme l'ensemble du marché des crypto-monnaies, sort plutôt perdant puisqu'on a là une chute des cours.
Néanmoins, cette chute des cours, elle est possiblement temporaire. On ne peut pas présager de l'avenir. Bien sûr. Mais en tout cas, au-delà du prix, sur les fondamentaux techniques, Bitcoin est plutôt remis en valeur par son aspect décentralisé et par le fait que finalement, sur Bitcoin, on n'a pas cette folie, par exemple, des rendements à 6-10% qu'on a pu voir aussi sur certains livrets, sur certains produits d'FTX. Et les bitcoiners vous disent, mais l'argent ne tombe pas du ciel. On n'est pas là pour spéculer sur Bitcoin. Bitcoin, c'est là pour être résistant à la censure, c'est là pour être décentralisé. Et donc, il y a une valeur philosophique politique derrière cette monnaie-là. Et finalement, tout le reste n'est peut-être qu'un casino géant. Quel avenir, selon vous, de l'écosystème crypto à quelques années? Alors, il y a effectivement l'épisode FTX, il n'y a pas que ça, il y a surtout cette idée que, de plus en plus claire, de dissocier spéculation et utilisation technologique. Aujourd'hui, quand on parle d'écosystème blockchain, on parle d'un écosystème, d'écosystème crypto, on parle d'un écosystème financier basé sur une technologie blockchain. Est-ce que demain, l'avenir de la technologie et l'avenir des crypto-monnaies resteront liés, ou on peut imaginer un élargissement peut-être du secteur et notamment de la technologie? Alors, il faut bien voir qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont déjà utilisées, par exemple, comme moyen de paiement, très peu en France, très peu en Europe, mais dans d'autres pays dans le monde où les monnaies nationales sont défaillantes. Donc, cette utilisation, elle existe déjà, même si pour nous, Français, elle est assez peu tangible. On peut imaginer qu'à terme, on ait une utilisation des crypto-monnaies accrue en France, mais aujourd'hui, effectivement, elles sont plutôt utilisées comme outil d'investissement. Je ne pense pas que la spéculation soit intrinsèquement mauvaise. Ce n'est pas forcément mauvais d'acheter certaines crypto-monnaies pour diversifier son épargne. En revanche, ce qu'on a vu pendant les derniers mois, peut-être même les dernières années dans le secteur, c'est aussi une recherche de rendement accrue et peut-être démesurée, avec des rendements à, comme je le disais, 6%, 10%, qui peuvent fonctionner quand on est dans ces phases de fameux bull run avec une hausse des cours très importante, mais qui en réalité peuvent s'écrouler très vite dans ces phases de rationalisation. Donc cette crise, même si elle va rester un traumatisme à court et moyen terme pour le secteur, probablement à long terme, elle permettra aussi au secteur de mûrir, d'avoir des plateformes plus solides qui mettront en place des bonnes pratiques avec une régulation plus harmonisée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, pour conclure, aux gens qui nous écoutent, pour comprendre ce secteur, effectivement, parce qu'on sent que dans ce secteur, il y a des gens qui s'y connaissent énormément, et il y a effectivement d'autres personnes qui ils sont peut-être allés parce que tout le monde y allait, et qui globalement aujourd'hui se rendent compte qu'il faut peut-être se renseigner un petit peu plus. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce secteur, selon vous, pour conclure? Je dirais que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, comme beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, ce n'est pas un secteur homogène. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la crypto, c'est un grand fourre-tout. En réalité, dans le secteur, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Il y a beaucoup d'idéologies aussi. Il y a beaucoup de standards techniques différents. Et donc, il faut arriver à se faire son propre avis. C'est pour ça que c'est important de s'acculturer, de se renseigner quand on décide d'aller creuser ces sujets, pourquoi pas d'investir soi-même. Mais il ne faut pas s'improviser trader en faisant forcément confiance au premier influenceur, au premier journaliste, au premier article de presse qu'on va lire sur le sujet. C'est important de diversifier ses sources, de se faire son propre avis. Et encore une fois, d'investir plutôt, si on le fait, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais des montants raisonnables, et le faire plutôt dans une perspective de long terme, et pas faire du trading si on n'est pas trader. Et de conserver ses actifs en propre plutôt que sur une plateforme, ou ça, c'est pas forcément l'enseignement à tirer aujourd'hui? Moi, je conseillerais plutôt de diversifier les hébergements. Encore une fois, si on a un patrimoine suffisant en crypto, si on débute, c'est pas forcément nécessaire d'aller tout de suite acheter un ledger. Ou de diversifier les plateformes. On peut faire confiance à, par exemple, un PSAN, donc un prestataire de services sur actifs numériques qui est enregistré en France. C'est la meilleure recommandation. Et effectivement, si jamais on a un patrimoine en crypto qui s'agrandit, il faut diversifier les plateformes et idéalement acheter un ledger également. Merci beaucoup, Claire Balva, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle donc le titre de votre livre, Bitcoin et crypto-monnaie facile, avec cette promesse, comprendre les monnaies numériques et surtout les enjeux économiques et politiques. On parle moins évidemment d'investissement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.